Voilà, il est 11h30 pile. Mesdames et messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Piguet Galant dédié à la stratégie et au point sur les marchés. Premier webinaire de l'année 2023, webinaire assez attendu vu que vous êtes un nombre record d'inscrits une fois de plus. Et puis pour faire le point sur les marchés financiers, je suis accompagné de notre Chief Investment Officer, Daniel Varela. Bonjour Daniel. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Et je pense que nous avons hâte que tu répondes à nos différentes questions sur les marchés et les perspectives de cette année 2023. Comme toujours, un petit rappel sur Piguet Galant, sur nous. Et finalement, si je devais résumer en une phrase notre métier, c'est s'occuper de vos projets de vie. Et comment est-ce qu'on travaille, on vous aide, on vous accompagne dans vos projets de vie? Eh bien, c'est à travers d'abord des solutions patrimoniales et une approche globale, des solutions de financement, et enfin des solutions d'investissement, qui est le sujet du jour. Et puis, Piguet Galland, c'est aussi le meilleur des deux mondes, une banque à taille humaine avec l'agilité d'un grand groupe financier, vu qu'on fait partie du groupe BCV. Je le rappelle à chaque fois, vous pouvez aussi poser vos questions anonymement, directement à travers les petits points d'interrogation. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure et on tâchera d'y répondre en fin de présentation. Et puis, je commence avec la première question pour toi, Daniel. Avec l'année 2022 chahutée qu'on a eue, les perspectives 2023, et puis surtout cette fameuse inflation et désinflation. Donc, est-ce que 2023, c'est l'année de la désinflation? On pense que oui, et si c'est le cas, ce sera une excellente nouvelle. Parce qu'effectivement, 2022, on sait à quel point c'est une année où les marchés financiers ont été passablement déstabilisés par ce réveil inattendu et persistant de l'inflation. C'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis pas mal d'années. Et si on imagine à quel point 2022 a été perturbé par ce problème d'inflation, outre les problèmes liés à la géopolitique et notamment la guerre en Ukraine, Ouais. on peut imaginer que si 2023 s'oriente vers une désinflation, c'est quelque chose qui sera de nature à favoriser les marchés financiers. Alors cette désinflation, elle est déjà assez bien engagée Ouais. du côté des États-Unis. On le voit sur ce graphique avec un historique relativement long. On voit qu'en fait le sommet, le pic de l'inflation aux États-Unis a été dépassé quelque part dans le courant de l'été dernier. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une désinflation qui a déjà été amorcée du côté des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est assez positif. Donc cette désinflation, elle est engagée et elle va se prolonger tout au long de l'année. Il reste un doute, il demeure une question encore ouverte à laquelle aujourd'hui on n'est pas encore en mesure de répondre. Si on se réfère aux épisodes d'hyperinflation que l'on a connus dans les années 70 ou 80, ouais, on voit que parfois, lorsque l'inflation dérape, eh bien, elle a tendance à déraper par vagues. Donc c'est vrai qu'il faudra surveiller ce qui se passe du côté de l'inflation, parce que ce n'est pas exclu qu'on ait une deuxième vague. Alors, pas cette année, ouais, peut-être pas encore l'année prochaine, mais ce n'est pas exclu que cette deuxième vague réapparaisse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une fois que les comportements des agences économiques s'orientent sur, on va dire, un logiciel inflation, ouais, avec des effets de second tour. Hein, donc, on voit bien que s'il y a des hausses de salaire, eh bien, les entreprises essayent de répercuter ça sur les cours, ouais, et sur les prix de vente. Donc, il faudra suivre d'assez près ces prochaines années pour voir s'il n'y a pas le risque d'avoir une deuxième vague. Mais en tout cas, cette année, en 2023, la désinflation va se produire aux États-Unis et elle va également se produire en Europe. Ah. Alors, avec un certain décalage, parce que là, le sommet de l'inflation, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'inflation a continué de progresser encore plusieurs mois après le sommet de l'inflation américaine, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, favorisé notamment par la décrue des prix de l'énergie et notamment au niveau du gaz naturel. On le voit sur ce graphique à quel point passer la hausse vertigineuse et inquiétante du gaz naturel que l'on a connu entre le printemps et la fin de l'été, ouais, on a quasiment eu un cours du gaz naturel qui a été divisé par 6 depuis la fin du mois d'août. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant pour le contexte d'inflation qui devrait clairement commencer à reculer.
beaucoup alimenté justement par cette désinflation au niveau des cours de l'énergie. Le cours du gaz naturel, on le voit sur ce graphique, on est plus bas qu'il y a une année, malgré effectivement cette crise ukrainienne et malgré les craintes que l'on a eues par rapport à une coupure éventuellement de l'approvisionnement de gaz naturel cette année. Donc, même en tenant compte effectivement de ces facteurs particuliers, le facteur de guerre, effectivement, on arrive à un prix du gaz plus bas qu'auparavant. Donc, on est peut-être à l'aube d'un nouveau cycle. Alors, s'il y a de la désinflation en 2023 qui arrive, après une année chahutée, pour ne pas dire autre chose, en 2022, est-ce que ça y est, on a commencé ce nouveau cycle de croissance ou pas? Alors, c'est ce qu'on pense, effectivement. Alors, avant le nouveau cycle de croissance, on pense effectivement que cette année 2023 sera une année de transition. Une année de transition sans doute entre deux cycles économiques. Effectivement, le cycle économique précédent, comme souvent, il a trouvé son terme, il est arrivé à la fin de son terme à cause des banques centrales. Les banques centrales l'année dernière, en raison de ce problème de dérapage de l'inflation, ont fortement monté leur taux d'intérêt. Ça a eu tendance à calmer l'économie et à provoquer un ralentissement extrêmement fort. Et ce ralentissement extrêmement fort, on est en plein dedans en cette année 2023. Et selon nous, cela devrait déboucher quelque part entre le deuxième semestre de cette année et l'année prochaine sur un nouveau cycle économique. Bien entendu, entre deux cycles économiques où on a effectivement un ralentissement qui est provoqué par l'action des banques centrales, souvent on a une récession qui parfois peut être forte. Ou alors, dans tous les cas, on a un ralentissement économique. Donc effectivement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est récession ou ralentissement économique? Eh bien, effectivement, ça va se jouer un petit peu entre ces scénarios. Et ce qui est assez positif et assez rassurant, on va dire, c'est qu'avec les développements que l'on a connus ces derniers mois, notamment sur le front de l'inflation, eh bien, la balance penche plutôt du côté du ralentissement sévère, il est vrai, mais pas forcément une contraction économique cette année. Du côté des États-Unis, pour commencer, effectivement, ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement, mais que la Fed elle est en train de réussir quelque chose d'assez admirable. La Fed voulait, bien entendu, ralentir l'inflation, mais aussi ralentir les salaires. Parce que si on n'arrive pas à ralentir les salaires, eh bien, effectivement, il y a le risque qu'une hausse poursuivie des salaires entretienne le dérapage de l'inflation par des effets de second tour, une traditionnelle spirale salaire-prix. Et ce que l'on constate sur ce graphique, en bas du graphique, c'est qu'effectivement, les salaires, depuis un sommet qui a été atteint l'été dernier, ont tendance à se modérer. Ces hausses de taux qui ont été décidées par la Réserve fédérale, bien entendu, ont un impact sur ces salaires, sans doute, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas été de nature à casser complètement l'économie, ça n'a en tout cas pas cassé le marché du travail. On voit sur le haut de ce graphique que l'économie américaine continue de créer des emplois malgré tout, malgré ces hausses de taux et malgré le ralentissement en cours de l'économie américaine. Pourquoi c'est important? Parce que qui dit des salaires qui progressent certes un peu moins fortement qu'en été, des salaires en progression, une économie qui crée des emplois et donc un taux de chômage qui reste relativement faible, ça veut dire que, eh bien, pour les consommateurs, pour les ménages, on est quand même dans un contexte assez favorable. L'augmentation du pouvoir d'achat. Exactement, et qui va les inciter à continuer de dépenser. Et on sait à quel point, aux États-Unis, la consommation privée, c'est important. Ça représente 2/3 du PIB. Donc, si la consommation privée résiste, on peut estimer qu'on a de grandes chances d'avoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Donc, le message principal, et puis on a hâte de t'entendre aussi sur l'Europe et la Suisse, c'est que la croissance sera moins forte. C'est là où tu parles de ralentissement, mais croissance, il y aura, si je résume. Du côté des États-Unis, oui. OK. En Europe, c'est plus compliqué. On va voir, voilà, c'est plus compliqué. On va avoir quand même du mal à échapper à un bref épisode de contraction économique, de récession. Mais le contexte a fortement changé sur les 6 derniers mois. C'est vrai que si on se replace 6 mois en arrière, on abordait avec un grand souci, on va dire, une grande crainte l'hiver
avec des craintes notamment d'approvisionnement énergétique, éventuellement de coupure de l'approvisionnement de gaz. On parlait éventuellement de blackout électrique en Europe. Tout ceci, effectivement, toutes ces craintes ont plutôt disparu dernièrement, grâce notamment à l'évolution des prix du gaz naturel et de l'ensemble des produits énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez favorable, qui nous laisse espérer effectivement que si récession il y a en Europe, elle sera brève et peu profonde. Donc ça, c'est quelque chose qui est également assez positif, compte tenu des craintes qu'on pouvait avoir il y a encore 6 ou 7 mois. Donc un point d'attention fort, mais pas une grande inquiétude sur le moyen long terme vis-à-vis de ça en Europe. En Europe. Et en Suisse. Bien entendu, c'est le deuxième plus gros bloc économique. La Suisse, forcément, qui est rattachée à l'Europe, très dépendante de l'Europe. Qu'en sera-t-il de l'économie suisse? Eh bien, pour l'instant, on relève une fois de plus la très forte, le miracle suisse. Le miracle suisse, on peut presque l'appeler comme ça, mais c'est vrai qu'on constate que l'économie suisse prouve à nouveau sa résilience. On le voit sur ces graphiques. En gros, c'est des indicateurs de confiance, du climat des affaires. C'est des sondages auprès de directeurs d'achat ou bien auprès de dirigeants d'entreprises. Ce que l'on constate, c'est que aussi bien sur l'industrie que sur les services, on a des indicateurs suisses qui résistent et qui baissent beaucoup moins fortement que dans les autres pays. La troisième économie qui compte à l'échelle mondiale, c'est bien entendu la Chine. Et là, bien entendu, les nouvelles sont rassurantes, puisque avec l'abandon de la politique zéro Covid qui a été décidée au mois de décembre, on a des perspectives en Chine qui s'améliorent très nettement. Alors forcément, cet abandon de politique zéro Covid, elle a provoqué un essor, une forte croissance des cas de Covid en Chine. Mais passé cette vague, on peut imaginer qu'on va observer un peu ce que l'on a observé en 2021 aux États-Unis et en Europe, à savoir un rebond assez marqué de l'économie, porté notamment par la consommation privée, tout simplement parce qu'effectivement, les ménages chinois, comme les ménages européens et américains en 2020, ont constitué un bas de laine. À force de peu dépenser, eh bien, on a une épargne qui est extrêmement importante en Chine, c'est le graphique du haut. Et puis, dernièrement, on a également eu une baisse des taux d'intérêt. Donc, on a un pouvoir d'achat important en Chine au niveau des ménages, avec une demande refoulée qui, une fois passée cette vague de contamination Covid, va vouloir effectivement renouer avec la vie d'avant. Et puis, cela va se traduire, bien entendu, dans des dépenses dans les centres commerciaux, dans les activités de loisirs et dans le tourisme. Et ça va aboutir à une réaccélération assez forte de l'économie chinoise à partir du deuxième trimestre de cette année. D'accord. Effectivement, des signaux au final plutôt positifs. Je vois que ces signaux positifs, si on en vient maintenant au niveau des classes d'actifs, 2022 est une année assez particulière dans le sens où on a eu principalement les indices actions, mais également les indices obligataires qui étaient négatifs, du fait du contexte qu'on a évoqué. Du coup, est-ce que 2023, c'est l'année des obligations ou pas? C'est notre sentiment. Alors, tu as bien fait de le rappeler, 2022 était très difficile, notamment pour les marchés obligataires. On a rarement observé, en tout cas dans l'histoire économique récente, on a rarement observé des performances obligataires aussi négatives, puisque la plupart des indices obligataires étaient en baisse de l'ordre de 15%. Donc, c'était des reculs vraiment marqués. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a on va dire un ciel qui commence à s'éclaircir pour les marchés obligataires. On a parlé de la désinflation qui commence effectivement à apparaître. Et puis surtout, on a des banques centrales qui, à force de remonter leur taux d'intérêt, ont passablement chahuté les marchés obligataires l'année dernière, mais on approche effectivement de la fin de ce processus de hausse de taux par les banques centrales. Ça va commencer par la Banque centrale américaine, donc la Fed. Ça va être la première à faire une pause, à annoncer qu'elle fait une pause dans les tout prochains mois. Et puis,
plus tard, dans le courant de l'année, on aura sans doute les autres banques centrales, notamment les banques centrales européennes et la Banque d'Angleterre, qui va également annoncer une pause, la Banque nationale suisse sans doute également. Et ça, c'est forcément un contexte qui semble s'améliorer pour les marchés obligataires. Et dans le même temps, c'est vrai qu'avec ces reculs assez marqués des prix que l'on a eu, des prix obligataires que l'on a eu l'année dernière, on a eu un retour du rendement. On se plaignait ces 6 dernières années qu'il n'y avait plus de rendement sur les marchés obligataires. Et souvent, ce n'est pas qu'on n'avait pas de rendement, on avait même des rendements négatifs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit à quel point, sur quasiment tous les segments du marché obligataire mondial, on a des rendements qui sont à nouveau attractifs. Il y a un an, donc ici, on voit les rendements à aujourd'hui, c'est les différents losanges bleus, les rendements dans les différents segments du marché obligataire mondial. Et on constate qu'effectivement, on est quasiment au plus haut de ces 10 dernières années sur tous les segments. Non seulement on est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, mais on est quasiment tout en haut au plus haut de leur intervalle de fluctuation des 10 dernières années. Il faut se rappeler qu'il y a un an, on était tout en bas sur tous les segments du marché obligataire. Donc des valorisations qui sont redevenues intéressantes à un moment où les banques centrales vont bientôt arrêter de monter les taux et à un moment où l'inflation est en train de partir à la baisse. 2023 s'annonce, d'après nous, comme une assez bonne année obligataire, et probablement que pour les prochaines années, on aura des marchés obligataires qui enfin vont faire ce qu'ils n'ont pas fait ces 5 dernières années, à savoir procurer du rendement dans les portefeuilles des clients. Donc, dans ce contexte, ça veut dire qu'on parle aussi des obligations qui sont plus intéressantes qu'elles ne l'ont été. Donc, on parle aussi du fameux taux sans risque qui augmente, le taux des banques centrales, des dépôts augmentant. Il a parlé tout à l'heure aussi de la désinflation et du contexte économique et de croissance. Du coup, en 2022, on a une année négative pour les actions et les obligations. 2023 devrait être positive pour les obligations et donc aussi pour les actions, si j'ai bien compris. Alors, c'est clair que on va dire que la conviction est assez forte au niveau obligataire, tout simplement parce qu'effectivement, creux conjoncturel et désinflation, c'est un contexte très favorable pour les obligations. Pour les actions, c'est peut-être un peu différent. C'est vrai que désinflation, c'est très bon, mais c'est vrai qu'on a on est probablement en ce moment au creux du cycle, et c'est vrai que ça peut avoir des impacts, notamment sur les résultats des entreprises. Quand bien même, là aussi, ce que l'on observe, c'est que les valorisations sont devenues beaucoup plus intéressantes. Malgré effectivement des résultats d'entreprise qui potentiellement peuvent être affectés dans les tout prochains trimestres par ce ralentissement conjoncturel, on a quand même des valorisations qui se sont bien dégonflées. On voit ici donc les losanges bleus foncés, c'était les valorisations, donc calculées par les fameux rapports coût-bénéfice. On voit que par rapport aux losanges bleu foncé, c'était la situation il y a un an. Les losanges bleu clair qui montrent les valorisations aujourd'hui, on voit à quel point ces valorisations se sont bien dégonflées. Et dans certains marchés, on est même dans des niveaux assez bas par rapport à la moyenne des 25 dernières années. On voit notamment que les valorisations en Europe sont en dessous de la moyenne des 25 dernières années, plutôt dans le bas de cet intervalle de fluctuation. On voit également que les actions chinoises sont relativement bon marché, les actions japonaises et même les actions américaines, même si elles se situent à la moyenne des 25 dernières années, on note à quel point il y a eu des valorisations qui se sont nettement dégonflées ces derniers temps. Alors forcément, la question, après, c'est une question de timing. À quel moment on a une assez grande conviction que les marchés actions vont commencer à rebondir? On voit que l'année a bien débuté. Est-ce qu'on peut dire avec certitude que ce rebond va se prolonger? On a un sentiment que c'est un rebond qui peut se prolonger, mais c'est vrai que ce que l'on constate d'un point de vue historique, c'est que généralement, lorsque la Banque centrale américaine, la Fed, annonce qu'elle en a terminé avec ses hausses de taux, généralement, c'est un moment à partir duquel on a une assez grande certitude que les marchés boursiers rentrent dans une nouvelle phase haussière. C'est en tout cas ce que l'on a observé sur tous les derniers cycles de hausse de taux par la Banque centrale américaine, à une exception près, donc le début des années 2000, mais toutes les autres annonces de la part de la Fed qu'elle faisait une pause et qu'elle arrêtait de monter ses taux,
généralement, ça s'est traduit sur les marchés boursiers mondiaux par des progressions sur les 12 à 18 mois qui ont poursuivi. Donc, on approche effectivement du moment où, sans doute, on sera assez confortable par rapport au contexte boursier. Alors, bien entendu, il reste pas mal d'incertitudes. On le sait, hein, c'est vrai que ce creux conjoncturel, on voit les indicateurs économiques ne sont pas très bien orientés. On voit notamment la confiance des entreprises et des ménages qui est en berne, notamment aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue historique, on sait que généralement, lorsque la confiance est basse, c'est plutôt un bon moment pour acheter des actions, pour renforcer d'exposition actions. On le constate ici, donc chaque fois qu'on était très bas, lorsqu'il y a eu une inversion, on a touché le fond en termes de confiance des consommateurs aux États-Unis, ça s'est traduit dans les 12 mois qui ont suivi, plutôt par des bonnes performances. On dit souvent qu'il faut plutôt acheter on recommande plutôt d'acheter justement lorsqu'on est en un creux de sentiments, un creux d'optimisme, et que c'est le plus souvent, ça se traduit le plus souvent par des performances qui sont nettement meilleures que d'acheter lorsque la confiance est au plus haut. On le voit donc sur le petit tableau qui est à gauche, en haut à gauche de ce graphique, si on avait acheté la bourse américaine uniquement lorsque on était à un sommet d'optimisme, donc les 8 derniers sommets d'optimisme, ça se traduisait dans les 12 mois qui suivaient par une performance de 4%, alors que si on achetait systématiquement lors des creux d'optimisme aux États-Unis, eh bien, ça se traduisait par une performance de l'ordre de 25% sur les 12 mois qui suivaient. Donc, on voit que là, si on a raison et qu'on n'est pas très loin du creux de l'optimisme des consommateurs et des entreprises américaines, c'est plutôt un bon moment pour acheter des bourses. Ensuite, c'est vrai que quelles sont les bourses qui vont le plus profiter ces prochains temps, notamment par rapport à la réouverture de l'économie chinoise. Nous, il nous semble que forcément, ce sera tous les pays de la zone Asie-Pacifique qui vont profiter effectivement de cette réaccélération assez forte du côté de la Chine. On sait bien aussi que l'Europe profite beaucoup d'un réveil de l'activité chinoise. On voit que après les entreprises asiatiques, c'est les entreprises européennes qui ont une exposition la plus importante à l'activité en Chine. Et donc, un réveil de l'économie chinoise se traduira forcément par des bonnes performances des entreprises européennes et par conséquent des bourses européennes. Merci beaucoup, Daniel. Donc, effectivement, c'est un peu plus d'éclairage sur comment se positionner au niveau des actions et pourquoi se positionner sur les actions. Tu évoques le fait que l'économie européenne, malgré son contexte, devrait également profiter de la réouverture de l'économie chinoise, comme tu viens de l'évoquer. Donc, ce serait positif pour l'euro. Donc, est-ce que c'est l'année de l'euro? Et puis, quand on parle de l'euro, on parle forcément du taux de change euro-franc suisse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est vrai que après la lente et longue baisse de l'euro contre le franc suisse qui dure depuis de nombreuses années, c'est vrai que venir avec une note optimiste sur l'euro par rapport au franc suisse, ce n'est pas anodin. Il nous semble que même si le franc suisse est probablement une monnaie qui va rester forte sur la durée et sur le long terme, tout simplement parce que l'économie suisse, on l'a vu, est résiliente. C'est une économie qui résiste extrêmement bien aux crises. On sait également que c'est une économie qui génère énormément d'excédents, c'est un pays stable et c'est un pays très peu endetté. Donc forcément, l'attractivité du franc suisse va perdurer sur le long terme. Mais à court terme, il nous semble effectivement qu'on peut avoir un rebond de l'euro contre le franc suisse. Et ça va être beaucoup déterminé par le fait que les rendements européens redeviennent attractifs par rapport au rendement suisse. On a des rendements européens, un différentiel de rendement de l'Europe par rapport à la Suisse, qui a eu tendance sur les 6 derniers mois à fortement augmenter. Donc forcément, si la situation est relativement stable en Europe, si on part de l'idée qu'on a vu le pire de la contraction économique en Europe et qu'on va plutôt vers une amélioration, bien forcément, si les taux d'intérêt sont plus attractifs en Europe qu'en Suisse,
et qu'on sort de cette période de crise, eh bien, les investisseurs ont tendance à favoriser l'euro aux dépens du franc suisse. On le voit, ce différentiel de rendement, c'est le trait blanc. Il a fortement augmenté depuis l'été dernier. Et ça, d'après nous, c'est peut-être quelque chose qui va aider l'euro suisse, donc la parité euro suisse qui apparaît ici sur ce graphique en bleu, à rebondir sur les prochains mois. Merci beaucoup, Daniel. Donc, effectivement, des taux plus attractifs sur l'euro. Hein. Effectivement, on le voit très clairement. Dans ce contexte, quel changement on devrait adopter vis-à-vis du portefeuille? Comment se positionner? Donc, la fameuse question récurrente, hein, quelle allocation d'actifs on devrait adapter dans ce contexte? Alors, je mentionnais effectivement le fait que le timing fin est très difficile. Le timing à court terme, choisir le bon moment pour augmenter tel ou tel actif. Ça revient voir la boule de cristal, ça. Le timing parfait n'existe pas. En partie, on va dire. Notre métier, le timing parfait. Voilà, le timing parfait. Mais un bon timing, voilà. Qu'est-ce que ce serait? Le bon timing, donc, c'est vrai qu'on parlait des obligations, mais c'est vrai qu'après les baisses, les reculs qu'on a connus l'année dernière, on se dit qu'il y a peut-être des opportunités à saisir. Et il nous semble qu'il y a quelques opportunités à saisir, et donc on a décidé d'agir effectivement sur nos grilles d'investissement et sur les portefeuilles. On a décidé effectivement de nouveau, le timing fin n'est pas facile à déterminer, mais cela devrait être, 2023 devrait être une relativement bonne année pour les obligations, mais également pour les actions. On a donc décidé d'augmenter les actions dans les portefeuilles en privilégiant donc les actions européennes et asiatiques qui devraient le plus profiter effectivement de la réaccélération chinoise. On pense également que toutes les classes d'actifs qui sont liées au comportement des taux d'intérêt, qui ont beaucoup souffert l'année dernière, devraient assez bien faire cette année. On avait déjà commencé à réaugmenter les obligations l'année dernière en privilégiant les obligations en dollars. On pense désormais que réaugmenter les obligations en euros, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens en ce moment. Donc globalement, pour la plupart de nos grilles d'investissement, pour la plupart de nos clients, on recommande réaugmenter les obligations européennes. Pour les clients suisses, comme alternative à une réaugmentation des obligations européennes, on préconise une réaugmentation des fonds immobiliers suisses. Les fonds immobiliers suisses, l'année dernière, ont souffert comme les marchés obligataires. Donc, on a des baisses de l'ordre de 15%, parfois plus, sur les fonds immobiliers suisses. On sait qu'on avait des agios relativement importants sur les fonds immobiliers suisses qui ont souffert effectivement de cette remontée des taux d'intérêt qui a été organisée par les banques centrales, donc la Banque nationale suisse. Il nous semble que le sommet des taux a été atteint, y compris en Suisse, et que c'est un bon moment pour effectivement renforcer la part allouée aux fonds immobiliers suisses dans les portefeuilles basés en francs suisses. On a parlé des monnaies. On avait l'année dernière largement couvert l'exposition en monnaie européenne. On a décidé de découvrir largement cette exposition de l'euro, donc avec une exposition à l'euro qui augmente, mais qui dans le même temps, on a décidé de réduire l'exposition au dollar. Le dollar, depuis 2 ans, a plutôt eu tendance à assez fortement monter. C'est une hausse qui a été, on va dire, alimentée par une banque centrale américaine qui a remonté assez drastiquement ses taux d'intérêt. Comme on pense que la Fed a bientôt terminé de monter ses taux, on pense que le dollar est peut-être temporairement à risque, notamment contre l'euro, mais également contre le franc suisse. Donc, on a décidé de réduire le dollar dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Daniel. Donc, une allocation qui évolue quand même par rapport à cette année 2023, hein, par rapport à 2022, hein, comme tu viens de l'évoquer, et notamment renforcement du positionnement action à travers les marchés que tu as évoqués. Et de l'immobilier pour les clients suisses, hein, c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions directement à travers l'application ou la version bureau que vous utilisez donc, pour participer à ce webinaire. On a déjà reçu différentes questions. Et je vais en prendre, il y en a plusieurs qui reviennent sur des sujets que tu as déjà évoqués, Daniel. Néanmoins, il y en a une que je trouve assez intéressante. C'est en termes de positionnement géographique, mais surtout en termes de positionnement sectoriel. Alors, bien évidemment que les secteurs vont aussi dépendre des zones géographiques, mais si je te pose une question d'être un peu plus précise, au niveau des valeurs technologiques, par exemple, est-ce que tu peux nous en toucher un mot parce qu'elles ont aussi souffert
l'année dernière. Où est-ce qu'on en est au niveau des valeurs techno? Elles ont beaucoup souffert l'année dernière, elles ont souffert beaucoup plus que le reste de la cote. C'est vrai que l'année dernière, on a eu des valeurs défensives qui ont eu plutôt tendance à, on va dire, amortir le choc, Ouais. tandis que tout ce qui était très orienté sur la croissance, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques ont beaucoup souffert l'année dernière. Il nous semble que après cette forte baisse, il fait du sens de renforcer les valeurs technologiques. On peut imaginer, si on a raison et que les bourses auront tendance à s'orienter positivement cette année et qu'on devrait avoir une bonne performance des bourses cette année, forcément, les valeurs défensives auront tendance à être pénalisées. Donc, ce n'est pas qu'elles vont forcément baisser, mais dans le rebond, elles vont moins participer au rebond. Tandis que les valeurs plus exposées au cycle économique, donc tout ce qui est industriel, par exemple, les valeurs de consommation, mais également les valeurs technologiques, probablement auront tendance à surperformer dans ce contexte-là et sur l'année 2023. On peut penser également que les petites et moyennes capitalisations, donc on a vu que ces petites et moyennes capitalisations qui ont passablement souffert l'année dernière, notamment en Suisse, on peut imaginer que ce contexte un peu plus favorable sera de nature à alimenter une surperformance, en tout cas un rattrapage des petites et moyennes capitalisations par rapport aux grandes capitalisations qui, par nature, sont des valeurs beaucoup plus défensives que les petites et moyennes capitalisations qui donc sont beaucoup plus exposées au cycle économique. D'accord, merci beaucoup, Denis. C'est extrêmement clair. Je pose une question sur les valeurs technologiques et on a aussi des questions qui viennent sur les crypto-monnaies. Alors, juste avant de te poser la question, c'est assez amusant de voir l'évolution parce que pendant des années, lorsqu'on faisait ce genre de présentation qui, à l'époque, n'était pas webinaire mais était en présentiel, on avait systématiquement une question sur l'or. Alors là, ça fait maintenant, je pense, peut-être presque 2 ans, on n'a plus de questions sur l'or. C'est remplacé par une question qui vient à chaque fois. L'actualité évolue aussi. Les crypto-monnaies, alors aujourd'hui, on a vu en 2022 une forte baisse des cryptos, après une forte hausse ces années précédentes, bien évidemment. Là, pour 2023, est-ce que tu as un avis et quel est-il si tu en as un? Alors, c'est vrai qu'on peut penser que les questions sur l'or ont été remplacées par des questions sur les cryptos qu'on a, en tout cas il y a 2 ans, il y a 3 ans, assimilées au nouvel or, à l'or digital, Ouais. et qui allait être décorrélé par rapport aux autres classes d'actifs. Alors ce marché des cryptos est relativement jeune, hein, relativement récent, et c'est vrai qu'il y a encore 2 ans ou 3 ans, bah, on en parlait très peu, c'est quelques on en parlait initiés. peu, et les quelques initiés avaient tendance à penser que c'était donc décorrélé comme l'or. Il s'avère que ce qui s'est passé sur les 2 dernières années montre que ce marché des cryptos est beaucoup plus corrélé aux actifs traditionnels que ce que l'on pensait il y a 2 ou 3 ans. Et donc, si on part de cette hypothèse que finalement, c'est un marché qui est beaucoup plus corrélé, notamment à la bourse, si on part de l'hypothèse que les bourses pourraient se reprendre cette année, on peut imaginer que les cryptos pourraient profiter effectivement de ce retour d'intérêt vers des actifs qu'on appelle plus risqués. Et donc, on l'a vu, hein, on l'a déjà vu depuis le début de l'année, après avoir touché un plancher en fin d'année dernière, ces cryptos, potentiellement, elles ont commencé à rebondir et potentiellement, c'est un rebond qui peut se poursuivre. Bien entendu, on l'a vu l'année dernière, ce marché des cryptos a été secoué par quelques faillites, quelques scandales. On a besoin probablement encore de digérer ces travers et ces exubérances qu'ont connu un marché qui reste encore relativement jeune, comme je le disais. Merci beaucoup, Daniel. Une question qui est revenue plusieurs fois, hein, sachant qu'on a effectivement évoqué les performances obligataires l'année dernière. Et une question qui revient plusieurs fois, donc j'en profite pour te la poser. Je mets moi-même un petit disclaimer avant même de te la poser. Donc c'est clair que lorsqu'on parle de positions spécifiques dans les portefeuilles, ou même d'une classe d'actifs, bah, c'est toujours à prendre en considération dans le contexte du portefeuille. Maintenant que ce disclaimer est mis, je te pose la question. Pour les obligations détenues en direct, donc je ne parle pas d'un fonds obligataire, hein, mais vraiment l'obligation d'un émetteur qu'on a au sein de son portefeuille, vu les baisses qu'on a vécues, qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière très générale aujourd'hui, hein, ce n'est pas un conseil spécifique, hein, je précise. Est-ce qu'il vaudrait mieux rester en buy and hold et attendre qu'elle remonte dans le contexte, ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire autre chose, ou est-ce que tu ne peux pas répondre à ça dépend vraiment spécifiquement? Alors, clairement, on sait très bien que les obligations, en principe,
à moins d'un problème d'émetteur, elles vont être remboursées à 100. Donc c'est vrai que ces baisses-là, elles sont temporaires et on sait que d'ici l'échéance, les cours vont remonter vers la parité et on va récupérer le capital à ce moment-là. Après, il y a des obligations qui risquent de rebondir beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, après cette forte remontée des taux d'intérêt qui a beaucoup pénalisé l'ensemble du marché obligataire, mais plus fortement les longues échéances, si on a raison et que le pire de la hausse des taux est derrière nous, si on a raison et qu'on s'oriente vers une certaine détente des taux longs, on peut imaginer que dans un bon contexte de marché obligataire, les obligations qui vont le plus rebondir, c'est les obligations les plus longues. Donc, donc la recommandation, effectivement, c'est, on dira, ne pas vendre, sauf si c'est pour réinvestir dans des obligations qui ont plus de potentiel, parce que c'est des échéances plus longues qui ont encore plus souffert l'année dernière. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Daniel. C'est effectivement extrêmement clair. Et puis, j'en profite également pour préciser qu'une fois de plus, la diversification est clé au sein d'un portefeuille et même au sein d'une classe d'actifs et même au sein d'une région, bien évidemment. On a différentes questions qui nous sont arrivées. Il y en a une plus précisément par rapport à l'exposition au marché asiatique dans leur ensemble. Donc, on a Japon et Asie ex-Japon dans nos grilles, puis enfin les autres marchés émergents. Donc, si on vient plus spécifiquement sur le marché Asie ex-Japon et puis le marché chinois, comment est-ce qu'on peut s'exposer aujourd'hui à ce marché-là au sein de son portefeuille? Alors, petite parenthèse, effectivement, aujourd'hui, on préconise plus le marché asiatique hors Japon que le marché japonais. Le marché japonais a très bien résisté l'année dernière, mais on l'a peut-être vu sur un des graphiques, la Banque du Japon n'a pas encore commencé à remonter les taux et ce sera probablement la dernière à le faire. Ça va se traduire par un yen qui, après de nombreuses années de baisse, aura plutôt tendance à remonter. Donc, et on sait que la bourse japonaise n'aime pas trop les périodes où le yen est fort. Donc, pour revenir par contre effectivement sur l'Asie, aujourd'hui, le marché asiatique hors Japon que l'on préconise, que l'on favorise dans les portefeuilles, c'est clairement le marché chinois. Donc, chinois, donc, ou à travers la place boursière de Hong Kong. Donc, c'est le marché qui a le plus baissé l'année dernière, le plus souffert ces derniers temps et qui aura probablement le plus tendance à profiter de cette réouverture chinoise. On sait que l'année dernière, ce qui a pas mal pénalisé également le marché chinois ou de Hong Kong, c'est un tour de vis réglementaire relativement important qui a été donné par le gouvernement chinois sur le secteur de la technologie. Ce tour de vis réglementaire, si l'on écoute ce que dit le gouvernement chinois, est derrière. Donc il est terminé et après avoir fortement souffert, probablement qu'un des secteurs d'activité qui peut le plus participer au rebond sur ces bourses, c'est effectivement le secteur de la technologie en Chine. Merci beaucoup. Donc, le secteur de la technologie en Chine, auquel on peut s'exposer à travers des fonds. La meilleure façon de s'exposer effectivement à ces différents marchés où la diversification reste clé. On arrive bientôt au bout. J'ai encore deux questions, si le temps le permet. Je te pose les deux en même temps, et tu pourrais y répondre coup sur coup. Une première concernant les crypto-monnaies encore. Comment est-ce qu'on pourrait s'exposer si on a un intérêt aux crypto-monnaies? Et puis la deuxième question qui concerne le marché immobilier suisse, mais peut-être plus le marché immobilier de manière générale et pas spécifiquement au niveau des fonds immobiliers. Bien évidemment que les deux sont liés, mais voilà, est-ce que tu peux également nous en dire deux mots, s'il te plaît? Alors rapidement sur les crypto-monnaies, une manière relativement simple de s'exposer, c'est au travers donc de produits indiciels. Donc on appelle ça des ETC. Donc c'est une manière d'acheter un produit standardisé qui se traite sur des marchés standardisés et qui effectivement a tendance à répliquer la performance d'une monnaie crypto sous-jacente. Donc ça, c'est sans doute la manière la plus facile pour s'exposer à cette thématique. Pour ce qui est du marché immobilier, c'est vrai que le marché immobilier suisse, comme d'autres marchés dans le monde, mais c'est un marché qui a eu tendance à monter de manière assez nette, assez forte, quasiment depuis 30 ans. Et c'est vrai que c'est une
question récurrente qui revient. Jusqu'où le marché immobilier suisse peut monter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter à un moment d'un crash immobilier? Oui. Et forcément, lorsque les taux d'intérêt sont montés en Suisse comme ils sont montés ces derniers mois, la question est pertinente. C'est un moment où on doit se poser cette question-là. Alors, autant on a quelques doutes et quelques craintes sur certains marchés immobiliers dans le monde qui potentiellement montrent déjà quelques fissures et quelques signes inquiétants de recul relativement marqué des prix immobiliers, autant on est assez rassuré de ce qui se passe en Suisse. Premièrement, c'est vrai que le contexte d'inflation en Suisse est très différent de ce que l'on connaît chez nos voisins, par exemple. Alors que dans la plupart des pays voisins, on a eu une inflation qui est montée quasiment à 10%. Aux États-Unis, on n'en était pas très loin. En Suisse, on a eu une inflation qui restait très limitée. Donc, avec le besoin pour la Banque nationale suisse de remonter ses taux, mais pas aussi violemment que les autres banques centrales. Donc, ça, c'est déjà un élément positif. Le deuxième élément, c'est qu'on sait que le taux de vacances est relativement bas, en tout cas pour ce qui est du secteur résidentiel. On sait que les locaux commerciaux, notamment les immeubles de bureaux, on a un taux de vacances qui est un peu plus important. Mais pour ce qui est du marché résidentiel, on a des taux de vacances extrêmement bas. Donc, on a une absence d'offres face à une demande qui, malgré la remontée des taux hypothécaires, reste encore relativement forte. Dernière chose, on a un contexte démographique en Suisse qui reste favorable. Année après année, on a un sol migratoire qui reste positif, tout simplement parce que, effectivement, l'économie suisse, on l'a mentionné, c'est une économie qui reste extrêmement dynamique lorsqu'on est en période de croissance et extrêmement résiliente lorsqu'on est en période de contraction de la croissance mondiale. Donc, forcément, il y a des besoins démographiques qui sont importants, avec une main-d'œuvre qui rentre en Suisse, et ça continue d'alimenter un besoin immobilier important que n'arrive pas à satisfaire l'activité de construction résidentielle en Suisse. Donc, pas trop de crainte par rapport à une correction marquée du marché immobilier suisse. Correction, il peut y avoir de quelques pourcents, mais on sera sans doute assez loin des crashs immobiliers que l'on a pu connaître il y a de cela 30 ou 40 ans. Dans les années 90, effectivement, tout à fait. On arrive au bout de cette présentation. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je précise un point très important, toute décision d'investissement à prendre dans votre portefeuille, bien évidemment, nécessite un conseil, un suivi personnalisé. Et nous sommes à disposition pour pouvoir répondre à vos questions de manière très spécifique et des décisions d'investissement au sein de votre portefeuille. Si je résume rapidement les points aujourd'hui en termes d'allocation de portefeuille, donc on profite de diminuer un peu les liquidités dans le portefeuille, on augmente pour un portefeuille franc-suisse les actions, également un peu l'immobilier, et on est plutôt positif avec des points d'attention pour 2023, sachant, on ne le dira jamais assez, que la diversification reste un élément clé au sein d'un portefeuille. Daniel, merci beaucoup. Merci Ali. Et je vous souhaite à toutes et à tous, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.